Je me rappelle de certaines affaires. Un rendez-vous est conclu entre un vendeur de drogue et celui qui voulait acheter ne sort pas l'argent, il sort un pistolet, il abat le vendeur. Enquête très difficile. Le gars en question, il nie les faits. Présenté à un juge d'instruction, il est mis en examen et incarcéré. Il nie les faits. Il arrive à la cour d'assises. Première question, je conteste les faits. On reprend l'audience et là, je ne sais pas ce qui se passe. Et je lui capte le regard et les yeux dans les yeux. Monsieur, avez-vous tué monsieur Intel? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Le Chêne et les Tours. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Jetti pour revenir sur votre carrière remarquable de magistrat et sur plus de 40 ans de justice pénale en France et à l'international, marquée par certaines affaires les plus emblématiques de leur époque, que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre « Jugé à hauteur d'homme » paru cette année aux éditions Miquelon. Monsieur Jetti, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre accueil. Je suis prêt et disposé à répondre à toutes vos questions. Alors pour commencer, vous avez raconté dans votre livre que vous avez parcouru plusieurs fonctions très différentes. Vous avez été juge des enfants, juge d'instruction, magistrat à l'international et aussi président de cour d'assises. Est-ce qu'avec du recul, vous voyez un fil rouge qui aurait conduit une certaine idée de la justice au cours de toutes ces fonctions? Certainement. J'ai toujours été intéressé par la matière pénale, dès ma formation à la faculté de droit et puis ensuite à l'école de la magistrature. C'est vraiment une matière qui m'a toujours attiré parce qu'elle est en contact direct avec la vie, avec la société. Le fait de pouvoir jouer un rôle, avoir une place dans la fonction de magistrat en rapport avec cette matière me permettait peut-être de répondre à mes besoins, mes envies, d'avoir aussi une place dans la société. Vous avez participé à des affaires très médiatisées, notamment l'affaire Touvier, ancien cadre de la milice française sous l'occupation que vous avez instruite en tant que juge d'instruction. La médiatisation dans cette affaire vous a aidé à faire émerger la vérité, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense notamment à l'affaire du petit Grégory, réouverte récemment. Avec votre expérience de magistrat, pensez-vous que la médiatisation est plutôt un atout ou une menace pour la justice, ou est-ce à nuancer? La médiatisation, c'est quelque chose de dangereux. C'est à double tranchant. Ça peut être, dans certaines circonstances, porteur d'un avancement significatif dans une procédure pénale qui a du mal à émerger, à trouver sa bonne orientation. Mais en même temps, il faut, en ce qui concerne le juge, être très prudent par rapport aux médias, car d'une part, il ne faut pas trahir les secrets de l'instruction lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale et qui est ouverte auprès d'un juge. Et puis en même temps, la médiatisation, c'est quelque chose de très subtil. Ça peut être très glorifiant, ça vous permet de vous mettre en avant dans certaines circonstances, mais les retours de flamme peuvent être aussi extrêmement durs s'il y a un dérapage quelconque au cours de la procédure. Et à ce moment-là, vous pouvez faire l'objet de sérieuses critiques et qui peuvent nuire à la fois à l'enquête que vous menez et à votre réputation. Justement, nous souhaitions reparler d'une affaire qui avait fait beaucoup de bruit, l'affaire d'Émile Louis, qui avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de 7 jeunes femmes lorsque vous étiez président de cour d'assises. Est-ce que lorsque vous vous retrouvez face à de tels drames, des victimes et de tels accusés, comment est-ce que vous parvenez à maintenir l'autorité judiciaire tout en gardant une force d'humanité lors de la conduite de votre audience? C'est la place difficile à tenir pour un juge, notamment en matière pénale. Car le juge, bien entendu, en priorité, doit faire ses investigations pour déterminer si un individu est coupable ou pas de faits qu'on lui reproche. Mais derrière tous les crimes ou délits qu'on peut reprocher à quelqu'un, il y a très souvent une victime. Et la victime attend que justice lui soit rendue. Et donc, quelquefois, on est confronté à des situations qui peuvent être extrêmement douloureuses, même si on aboutit à la vérité judiciaire, c'est-à-dire à établir ce qui s'est vraiment passé et quel est l'auteur du crime qui a été commis et la victime qui en est directement concernée. Mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose de douloureux si la vérité n'éclate pas, si l'affaire se termine sans pouvoir mettre en cause quelqu'un. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment de rejet de la justice, et à ce moment-là, ça peut être
une douleur supplémentaire envers les victimes. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce point, sur ce côté humain de la justice, car dans cette fonction de président de la Cour d'assises, la question du jury populaire vous a aussi également beaucoup occupé. Vous avez même écrit le guide du juré. Nous nous sommes demandé, en tant que magistrat, qu'espériez-vous transmettre aux citoyens appelés à juger? Moi, je suis très attaché au jury populaire, pour diverses raisons. La première, c'est un acquis de la Révolution française, qui a décidé, avec ensuite certaines évolutions, d'associer le citoyen pour le jugement des affaires les plus difficiles, les crimes. Bon. Et je pense que sur le plan démocratique, c'est véritablement très significatif. Ça donne du sens à la place du citoyen dans la cité. Différentes réformes ont eu lieu successivement, et la dernière réforme, qui est d'ailleurs actuellement en place, a réduit le nombre des jurés en les faisant passer de 9 à 6 pour composer la cour d'assises. Et je trouve que le fait d'avoir réduit le nombre de jurés fait en sorte que ça dénaturer en grande partie la participation des jurés, des citoyens à l'acte de justice. Je pourrais en faire la démonstration un peu plus tard si vous voulez, mais je crois qu'il faut être véritablement très attaché à cette cour d'assises qui, en plus, actuellement, se retrouve en charge de la partie congrue des crimes. Car il y a eu une réforme qui remonte maintenant à 3 ans, 4 ans, qui a mis en place les cours criminelles départementales. Les cours criminelles départementales sont composées exclusivement de magistrats professionnels. Et elles sont compétentes exclusivement pour tous les crimes dont la peine maximale ne dépasse pas 20 ans. Ce qui fait que pour rendre compétente la cour d'assises, même avec 6 jurés, les seules affaires qui peuvent être présentées devant cette juridiction sont celles dont la peine est supérieure à 20 ans. Meurtre, assassinat, viol aggravé, etc. Ce qui veut dire que les jurés, citoyens, ne sont en charge maintenant que de toute une petite partie des affaires criminelles. Donc, on a retiré aux citoyens l'appréciation des actes criminels les plus graves et je pense qu'on a un peu trahi l'esprit de la Révolution. Donc, il est important, justement, que cette justice qui fait face aux crimes les plus graves ne soit pas trop professionnalisée, finalement. Oui, et puis, je peux vous assurer que la présence des jurés, des citoyens, aux côtés de magistrats professionnels, a le très grand mérite de remettre en cause pour chacune des affaires qui est prévue au rôle de la cour d'assises, c'est-à-dire au programme d'études de la cour d'assises pendant une session. Cette présence, comme je vous le disais, remet en cause bien souvent le travail du juge, parce que les citoyens posent des questions au président. Pourquoi vous avez posé cette question? Pourquoi vous n'avez pas posé celle-ci? Est-ce que vous n'avez pas été trop incisif envers tel témoin? Etc., etc., etc. Et donc, le fait de pouvoir être critiqué, même quelquefois sévèrement dans notre pratique, ça m'est arrivé aussi à quelques occasions, mais Monsieur le Président, m'a-t-on dit, vous avez donné l'impression de prendre parti pour le témoin au détriment de l'accusé, vous donnez trop d'importance à cette version plutôt qu'à une autre. Et effectivement, ça permet de replacer le juge dans son véritable rôle d'impartialité, de neutralité, et la présence des jurés, à ce titre-là, est très bénéfique. Et justement, lorsque les jurés ils arrivent avec leurs émotions, leurs peurs et leur propre représentation de la vérité, comment est-ce que vous transformez leurs témoignages en matière de justice? La justice, comme je l'indiquais à l'instant, doit être impartiale, doit être neutre, c'est-à-dire en grande partie se départir de ses émotions, de ses sentiments. Nous avons tous, que ce soit les magistrats professionnels ou les jurés, une éducation, une sensibilité, des opinions politiques, religieuses, morales, éthiques. Et ça peut nous orienter
dans certaines options, lorsqu'on pose des questions ou lorsqu'on est amené à juger en fin de procès quelqu'un. Et donc, il faut essayer de s'extraire de toutes ces convictions, de toutes ces formations qu'on a pu avoir d'une manière ou d'une autre, pour faire preuve d'objectivité, d'impartialité et de s'attacher qu'aux faits et s'assurer qu'on ne transpose pas à travers nos choix, nos décisions, nos propres sentiments, nos propres convictions qui peuvent être quelquefois malvenues. Je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé à différentes occasions, ça n'a pas été exceptionnel, enfin ça n'a pas été très fréquent non plus, mais enfin ça s'est produit dans des affaires d'inceste, qui relèvent donc de la compétence de la cour d'assises, que des jurés, au moment d'une suspension, viennent me trouver en disant « Mais Monsieur le Président, ce qu'on a évoqué au cours du procès, moi je l'ai vécu. » Donc ça peut laisser penser que le juré en question a des a priori, perd de sa neutralité, de son impartialité. Dans ces cas-là, je me suis toujours entretenu avec le juré en question pour savoir s'il était en mesure de pouvoir juger l'affaire qu'on était en train d'examiner avec toute l'impartialité nécessaire. Dans toutes les affaires que j'ai eues, les jurés ont souhaité rester en place pour juger. Et je peux assurer, je peux confirmer que je n'ai jamais ressenti de la part du juré en question un quelconque parti pris. Donc il y a véritablement dans l'esprit des jurés une volonté de rendre la justice dans les meilleures conditions possibles, avec une conscience très forte de leur rôle et de leurs responsabilités. Aussi, en tant que magistrat, vous venez de l'évoquer, il y a un équilibre absolument essentiel à trouver, puisque vous devez donc avoir une posture d'impartialité, mais aussi, vous citez Charles Péguy dans votre livre, un bon magistrat est un magistrat qui n'est pas indifférent. Donc, est-ce que finalement, le jury populaire ne vous aide pas aussi à garder finalement cette part d'humanité sans... Alors, là, je crois que votre question est intéressante parce qu'elle rejoint le titre de mon livre, « Juger à hauteur d'homme ». Bon. Qu'est-ce que ça signifie ? Juger à hauteur d'homme, ça signifie faire application du droit, que le juge doit rester dans les limites de la loi, de toute la loi, faire preuve de sévérité lorsqu'il convient de le faire, mais aussi faire preuve d'humanité lorsque la question se présente. Donc c'est cette combinaison de strict respect de la loi, car le strict respect de la loi, c'est la garantie contre l'arbitraire. Le juge n'est pas là pour contourner, pour faire en sorte d'avoir une interprétation personnelle de la loi, il est là pour l'appliquer. Il doit l'appliquer dans toute sa rigueur, dans toute sa sévérité. Mais il est là aussi pour intégrer dans sa réflexion et dans sa décision toute la part d'humanité que représente l'accusé dans les crimes ou les faits qui lui sont reprochés. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai eu affaire à un individu qui avait déjà été condamné antérieurement à 2 reprises pour viol. 2 fois de suite, il est passé à la cour d'assises pour viol. Il a exécuté à chaque fois sa peine. Il est ressorti, il a recommencé, il est ressorti, et il recommence une 3e fois. Non seulement à la 3e occasion, il viole une jeune fille, mais il la tue. Les faits étaient établis. Les faits étaient reconnus. Son avocat, la première parole que son avocat prend au début du procès est de dire « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je sais que vous allez condamner mon client à la réclusion criminelle à perpétuité. » On n'avait pas posé une question. L'avocat lui-même dit « Vous allez le condamner à perpétuité. » Bon. C'est dire que les faits étaient reconnus et assumés. Les débats ont lieu, on examine l'affaire, etc. Comme ça se passe d'habitude, on étudie à la fois les faits et la personnalité. Et arrive le réquisitoire du procureur général, l'avocat général, qui effectivement réclame la réclusion criminelle à perpétuité. Parole à la défense.
L'avocat de la défense reprend la parole et dit « Vous allez condamner mon client à la réclusion criminelle à perpétuité, comme l'a réclamé monsieur l'avocat général. Mais ne le condamnez pas en 10 minutes, quand vous allez délibérer. Restituez à cet homme sa part d'humanité, car cet homme n'a pas toujours été le criminel qu'on veut bien présenter. Ça a été un petit garçon, ça a été un adolescent, ça a été un jeune adulte qui a eu sa vie avec une famille, avec des enfants, avec une épouse. Et à une date déterminée, pour des raisons particulières, il a commencé à commettre des crimes, notamment de viol. Il a fini par tuer une jeune fille. Mais restituez-lui néanmoins cette part d'humanité. Il n'a pas toujours été le monstre que l'on veut bien décrire, il a été aussi un homme inséré dans la société. Et pour les jurés, ça a été quelque chose de très important. Parce que imaginez des jurés, des citoyens lambda, qu'on extrait du jour au lendemain de leur quotidien, familial, professionnel, amical, et à qui on demande subitement, sans grande préparation, condamner cet individu à la réclusion criminelle à perpétuité. Vous conviendrez que dans la vie d'une personne, ça n'arrive pas tous les jours. Bon. Et que le fait que cet avocat nous réclame de restituer la part d'humanité à son client et de ne pas délibérer en 10 minutes, ce qu'on aurait pu faire. Les faits étaient acquis, oui, il a reconnu les faits, on réclame perpétuité, l'avocat réclame perpétuité. Bon, c'est bon, on retourne, on rend le verdict. On a mis 3 heures à délibérer. Hein. Chaque juré a pu exprimer ce qu'il avait ressenti au cours du procès. Chaque juré a pu rendre sa part d'humanité à cet individu. Et pour des citoyens qui n'ont pas l'habitude de rendre des verdicts sévères, ça a été aussi la meilleure façon d'assumer le verdict qu'on a rendu. D'ailleurs, vous parlez de la forme de la table de la délibération auquel vous avez réfléchi. Vous la préférez ovale, justement, pour encourager la parole des jurés. Du coup, on se dit que pour vous, finalement, la justice est autant une affaire d'écoute qu'une affaire de décision, comme vous venez de nous le dire. Oui. Vous savez, si vous avez l'habitude de participer à des groupes de travail qui réfléchissent sur tel ou tel sujet, vous constaterez très rapidement qu'autour de la table, il y a des personnalités très diverses. Il y a des personnes qui, très rapidement, prennent la parole et veulent la garder. A contrario, il y en a d'autres qui se taisent, qui n'osent pas, qui sont timides, etc. C'est pas parce que vous prenez souvent la parole que vous êtes le plus intéressant, et c'est pas parce que vous êtes le timide que vous êtes le moins intéressant. Donc le travail du président, c'est d'amener chaque citoyen qui aura assumé une responsabilité au moment du vote pour décider de la culpabilité ou de l'innocence et de la peine, de dire ce qu'il en pense. Et il est apparu à différentes occasions qu'effectivement, il y a une dynamique qui s'instaure autour de la table et il appartient au président, sans influencer quiconque, sans orienter les débats dans un sens qui lui conviendrait, de permettre une réflexion collective pour aboutir à une décision qui soit véritablement la plus juste possible. Or, en l'occurrence, la forme de la table a, à mes yeux, une importance. Quand vous avez une table rectangulaire, vous ne voyez pas à droite et à gauche les réactions des personnes qui sont à vos côtés. En revanche, quand vous êtes autour d'une table ronde, je dirais plutôt ovale, comme c'est souligné, vous avez une forme de regroupement, une forme de cohésion qui s'instaure, et les échanges se font beaucoup mieux parce que les regards peuvent se soutenir et de la sorte, ça permet une fluidité dans la réflexion et dans la qualité de la réflexion. Vous avez aussi exercé à l'international en siégeant au tribunal pénal du Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, des expériences fortes au cœur du crime contre l'humanité, dans des contextes très politiques. Qu'est-ce que ces années au sein de la justice pénale internationale vous ont appris sur les limites de ce système ? Je suis arrivé au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, aux Pays-Bas, au moment de sa création. Comme vous l'avez souligné au départ, quand j'étais juge d'instruction, j'avais instruit des affaires de crimes contre l'humanité.
Et que par conséquent, j'avais une certaine connaissance, une certaine approche particulière qui était quand même, vous en conviendrez, enfin, qui relève d'une nature de crime très, très particulière. Hein. Ce ne sont pas des crimes qu'on leur rencontre, en tout cas à l'époque, fréquemment. Ce qui fait que lorsque ces juridictions internationales pour l'ex-Yougoslavie, puis ensuite pour le Rwanda ont été créées, le ministère de la Justice recherchait un magistrat qui avait déjà des notions suffisamment avancées sur ces questions de crimes contre l'humanité, qui était un juge d'instruction et qui avait au moins 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Je ne vous cache pas qu'à Paris, il n'y en avait pas 50. Hein. Bon, donc j'ai pris cette demande pour moi, et après en avoir discuté avec mon épouse, j'ai accepté d'être détaché à l'ONU pour siéger auprès de ce tribunal, qui venait d'être créé. Quand je suis arrivé à La Haye, nous étions 15, pas plus. Hein. Ça s'est très considérablement étoffé par la suite, mais les 15 personnes qui étaient là, qui venaient des quatre coins du monde, le procureur qui était mon patron à ce moment-là, puisque j'étais rattaché au parquet du tribunal, était un Sud-Africain. Mon collaborateur direct était un Américain et le second, c'était un Australien. Bon, c'est dire, il y avait un procureur adjoint qui était un Néo-Zélandais. Donc vous voyez qu'il y avait véritablement des gens d'origines très diverses. Et ces origines très diverses ont été pour moi l'occasion, au cours d'échanges de très bonne qualité et très amicaux, d'examiner, d'évaluer les différents systèmes dont relevaient les collègues, et notamment les Américains. Pour ne pas vous cacher, j'étais très ami avec l'Américain qui était un Californien, qui était un type absolument remarquable, et nous étions, lui et moi, chacun convaincu que notre système était forcément le meilleur. Hein. Mais néanmoins, en défendant notre système, on acceptait d'écouter les arguments développés par le collègue sur son propre système. Et cette confrontation m'a amené à réfléchir sur notre propre système français de procédure pénale et de justice pénale. Et je ne vous cache pas qu'en revenant ensuite, puisque j'ai pris, en quittant les tribunaux internationaux, j'ai été nommé à la cour d'assises, que ça m'a donné aussi quelques idées sur la façon de conduire les procès. Et à ce titre-là, je pense que nos échanges ont été productifs. Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Lorsque vous étiez au Rwanda, vous avez été confronté à des crimes idéologiques. Vous avez déclaré que c'était des auteurs qui niaient l'humanité. Comment avez-vous fait pour garder la distance pour juger en droit, alors même que le droit ne permet pas toujours une réponse pleinement humaine? Alors, il faut resituer mon intervention au Rwanda. J'avais été détaché par le procureur, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé dans ces juridictions, le même procureur sud-africain était responsable des deux juridictions, pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Peu de temps après, ça a été scindé. On a désigné deux procureurs, un pour l'ex-Yougoslavie et l'autre pour le Rwanda. Mais à l'époque, donc, ça relevait des compétences du même procureur. Et lorsque j'étais au départ rattaché au tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le procureur m'avait confié le démarrage de l'enquête sur les crimes de Srebrenica, où, je vous rappelle, les Serbes avaient massacré en 3 jours 8000 Bosniaques, des musulmans. Et donc, on a eu connaissance de ces crimes. Le procureur m'a demandé de prévoir immédiatement une équipe d'enquêteurs pour aller voir ce qui se passait. Donc, on a envoyé des enquêteurs sur place et on a supervisé les enquêtes au démarrage de ce massacre. Le procureur a été tout à fait satisfait de la manière dont j'avais pris en charge cette affaire. Et je dirais, entre guillemets, pour me remercier, m'a dit allez voir ce qui se passe au Rwanda. Bon, c'était pas du tout le même contexte. Hein. C'était un contexte très différent. Si dans l'ex-Yougoslavie, les crimes, c'était plutôt des crimes à caractère
à la fois politique mais aussi religieux. C'était les orthodoxes contre les musulmans, les Serbes contre les Bosniaques. Il y avait aussi une forte idéologie politique derrière, alors qu'au Rwanda, c'était principalement ethnique, les Tutsis contre les Hutus, ou les Hutus contre les Tutsis plus exactement. Et donc le contexte était très différent. Les conditions matérielles aussi d'enquête sur place étaient très dures, très difficiles, car c'était un pays qui avait été dévasté. Il y avait encore, quand je suis allé dans le milieu du pays, ou dans le sud du pays, je me souviens être entré dans une église où tous les cadavres étaient encore sur place. Bon, donc c'était quelque chose qui avait été encore très traumatisant, et le pays était encore très traumatisé. Alors, sur place, si vous voulez, j'ai fait un premier bilan à la demande du procureur pour savoir comment enquêter sur ce génocide, puisque c'en était un, et quels moyens il fallait mettre en place pour pouvoir faire progresser les investigations. Et mon travail a consisté à déterminer les moyens humains, matériels, pour pouvoir enquêter dans les meilleures conditions possibles. Bon, puis ensuite, je suis rentré à La Haye, et puis j'ai été nommé dans d'autres fonctions à Paris, notamment à la Cour d'assises. Donc, je n'ai pas poursuivi, pour répondre à votre question, les enquêtes sur place au Rwanda. Nous parlions justement tout à l'heure de l'équilibre qu'un magistrat devait avoir entre le droit, l'humain, notamment grâce aux jurés. Nous avions une autre question concernant l'équilibre personnel du magistrat entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Vous évoquez dans votre livre votre famille. Votre livre, vous le dédiez à vos enfants, et vous évoquez votre femme à plusieurs reprises, qui a été pour vous un grand soutien. En travaillant notamment dans la justice internationale, où par exemple des déplacements sont requis dans des pays étrangers, comment êtes-vous parvenu à justement concilier cette vie personnelle et professionnelle ? Ça relève du domaine privé. J'ai la chance d'avoir une épouse qui m'avait dit, d'ailleurs quand j'ai eu la possibilité, enfin j'avais été sollicité pour partir à La Haye, j'avais hésité parce que Paris-La Haye, c'est 2 heures de train. Bon, donc c'était relativement rapide. Donc c'était facile pour faire l'aller-retour. Par contre, Paris-Kigali, c'est plus compliqué. Mais mon épouse m'avait dit, écoute, avec le parcours que tu as eu, les affaires que tu as eu à traiter, si tu ne réponds pas à la proposition qui était faite, tu vas toujours le regretter. Vas-y. Bon, donc j'y suis allé. C'est un équilibre personnel qu'il faut rechercher. C'est effectivement quelque chose auquel il faut être très attentif. J'ai eu à traiter, soit comme juge d'instruction, soit à la cour d'assises, a fortiori au tribunal pénal international, des affaires extrêmement difficiles, extrêmement violentes, extrêmement dures sur le plan humain. J'ai toujours fait en sorte que mes affaires restent dans mon bureau. C'est-à-dire, je ne ramenais pas mes dossiers à la maison. Ce qui fait qu'il y avait véritablement un clivage entre mon activité professionnelle et mon activité privée, ma vie privée. Et à tel point d'ailleurs que bien souvent, il y avait des affaires qui étaient médiatisées, etc. On en parlait à la radio, dans les journaux et autres. Et quand je rentrais chez moi, que ce soit mon épouse ou mes enfants, alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelquefois, je me souvenais même plus ce que j'avais fait dans la journée. Il fallait que je fasse un effort pour me remémorer. Bon. Et donc, c'est vous dire que ce clivage était vraiment très net. Bon, il y a des affaires qui ont débordé, parce que sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, etc., ça peut vous toucher et vous ébranler. Alors, effectivement, il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir poursuivre correctement son travail. Mais je dirais que plus que la vie privée qui relève de ma vie personnelle, c'est les rapports avec les jurés. Parce que eux, ils rapportent tout, je dirais, chez eux. En ce qui me concerne, avec l'expérience, vous savez, quand j'étais juge d'instruction, j'ai instruit 1850 affaires. Quand j'ai présidé la cour d'assises, j'ai présidé 450 affaires. C'est vous dire que
j'avais de l'expérience. 15 ans comme juge d'instruction, 17 ans à la cour d'assises, j'avais du recul. Bon. Ce que n'a pas le juré, le citoyen qui vient pour une affaire et qu'on fait venir pour quelques jours et qu'on remercie ensuite. Et ces jurés-là en prennent, si vous permettez l'expression, plein à la figure. Et ils sont confrontés aux crimes les plus abominables, à des individus les plus difficiles, les plus dangereux. Et que par conséquent, c'est eux qu'il faut protéger, c'est eux qu'il faut accompagner. Et le travail du président, c'est précisément de s'assurer qu'ils ne se laissent pas envahir par leurs sentiments, par leurs impressions, et également par ce que l'entourage chez eux peut également les amener à intégrer dans leur réflexion. C'est ce que je leur disais souvent, c'est vous le juge. C'est pas l'épouse, c'est pas les enfants, c'est pas les copains, etc. Vous écoutez, mais vous laissez de côté. Vous avez vos propres convictions et c'est vous qui décidez. C'est pas un délibéré avec toute la famille. Et est-ce que finalement vous pensez que, en tant qu'étudiant qui aimerait s'orienter vers le parcours de la magistrature, c'est quelque chose à justement avoir en tête, cette barrière à mettre Alors tout dépend des fonctions. Oui. Si vous êtes juge en matière civile et que si vous faites du droit de la construction, là, je doute fort que vous ayez des insomnies. Bon, en revanche, j'ai été juge pour enfants. C'est la fonction la plus difficile. C'est la plus difficile que j'ai jamais exercée. Pourquoi ? Parce que vous avez, si vous permettez l'expression, la matière première qui est l'enfant. Bon, avec tout ce qu'il y a de fragilité, tout ce qu'il y a de matière influençable. Et lorsque vous intervenez dans des familles où il y a un enfant qui est en difficulté, il ne faut pas se tromper. Il faut aborder le problème dans les meilleures conditions possibles. Or, la loi en la matière, pour le juge pour enfants, et je caricature, mais à peine, fixe 2 domaines. La question du danger de l'enfant, est-ce que l'enfant est en danger? Et quelle est la question de l'intérêt de l'enfant? Quelles mesures doit-on prendre dans l'intérêt de l'enfant? Vous conviendrez que ces 2 notions sont quand même extrêmement floues, parce que vous intégrez vos propres convictions dans l'appréciation d'un danger. À quel niveau y a-t-il danger? L'intérêt de l'enfant, quel est véritablement son intérêt? Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'était un proxénète qui faisait tapiner des filles à Paris, mais le proxénète à l'ancienne, c'est-à-dire le type absolument sans moralité. La seule chose qui comptait, c'est que les filles rapportent de l'argent. Bon. Et il s'est trouvé qu'il est tombé follement amoureux d'une de ces prostituées avec qui il s'est mis en ménage. Il se trouve que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça, c'était pour lui un grand drame. Jusqu'au jour où une des autres prostituées qui faisait travailler lui annonce qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne veut pas garder l'enfant. Eh bien, très bien. Tu vas accoucher, et moi, je vais déclarer l'enfant comme étant le nôtre. Bon. Ce qui est parfaitement illégal. Et ça prend... À l'époque, c'était un crime. Ça s'appelait la supposition d'enfant. Et donc, en agissant de la sorte, il était susceptible de commettre ce crime. Donc, il a été à l'état civil, il a déclaré cet enfant comme étant le sien et celui de sa compagne. Et ce petit enfant, il l'a parfaitement élevé. Il était gaga devant son enfant. Il l'élevait avec grand amour, grande tendresse. Le gamin, il avait tout ce qu'il voulait, jusqu'au moment où le gamin en question étant âgé de 3 ans, sa mère biologique se manifeste en disant, mais elle avait un conflit avec le proxénète, donc celui qui avait pris l'enfant à son compte, et pour se venger, elle a dénoncé à la police la supposition d'enfant. Elle est allée trouver la police en disant, mais vous savez, monsieur Untel, son fils qu'il a déclaré l'état civil, c'est pas le sien, c'est le mien. Et c'est lui, il n'est pas le père. Bon. La police interpelle le gars en question, il m'est présenté, et j'ai devant moi un proxénète qui se met à pleurer comme une madeleine
en disant « mais vous n'allez pas me retirer mon enfant, hein. J'aime cet enfant, il a toujours été bien traité ». Question, l'enfant était-il en danger? Quel était l'intérêt de l'enfant? Deuxième exemple, c'est un jeune papa marié qui a un petit garçon. Et ce bébé, parce que c'était un bébé, n'arrête pas de pleurer. Il pleure jour et nuit. Le père travaille dans une activité où il a les horaires décalés, ce qui lui fait qu'il a des horaires jamais réguliers, notamment des horaires de nuit. Le père est épuisé par les cris de l'enfant qui l'empêchent de dormir, alors qu'il est très content d'avoir cet enfant. Mais il ne supporte plus les cris. Jusqu'au moment où il attrape son gosse et il le jette contre le mur. L'enfant en question a des traumatismes sévères au cerveau. Le père est arrêté, on lui reproche les mauvais traitements à son fils. L'enfant est placé dans une institution spécialisée et il reprend un peu de vigueur et il se développe à peu près correctement. J'étais juge pour enfants à ce moment-là et on me signale les services sociaux de l'établissement où était l'enfant, c'était un établissement spécialisé pour enfants handicapés, me disent « mais écoutez, monsieur le juge, nous on constate quelque chose, c'est que le père à qui vous avez autorisé de venir voir l'enfant de temps à autre, lorsqu'il est présent auprès de son enfant, l'enfant fait des progrès considérables. Alors, n'y a-t-il pas lieu d'élargir les droits de visite, voire de lui restituer le droit de garde? Bon, ben écoutez, on va en discuter. Je me présente à l'établissement en question, accompagné de ma greffière, et autour de la table, il y a le médecin-chef, les infirmières, les éducatrices, les représentants des services sociaux, qui m'exposent la situation et qui disent, ben voilà, ce qu'on constate et ce qu'on vous avait déjà indiqué, l'enfant semble progresser lorsqu'il est en compagnie, en présence de son père. Peut-on le restituer? Alors je dis au médecin-chef, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Réponse du docteur, tac au tac, c'est pas à nous de vous le dire, c'est vous le juge. Assumez vos responsabilités. Fallait-il, oui ou non, élargir le droit de garde et restituer l'enfant à son père? Est-ce que c'était l'intérêt de l'enfant? Est-ce qu'il y avait encore un danger? Mais justement, tous ces choix difficiles qui font partie de vos quotidiens, vous en parlez dans votre livre et on voulait poser quelques questions à propos de tout ce que vous avez écrit. Oui, parce que vous résumez une grande partie de votre philosophie dans ce livre. Juger à hauteur d'homme, vous l'avez évoqué, c'est un très beau titre, mais finalement aussi une promesse. Est-ce que juger à hauteur d'homme, est-ce seulement une manière de juger ou aussi une manière de vivre pour un magistrat? Bonne question, mais difficile. En tant que magistrat, oui, ça c'est, je vous l'ai exposé, c'est ma conviction profonde. Le juge est là pour appliquer la loi dans toute sa dimension, sans faiblesse, mais avec humanité. Je crois qu'on n'est pas certains juges sans être fondamentalement certains hommes. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier le juge de l'homme. Hein. On est ce qu'on est. J'ai une très bonne amie avocate, qui est une grande avocate pénaliste, avec qui je discutais de nos fonctions respectives il y a quelque temps, et qui m'a dit, tu sais Jean-Pierre, je crois que toi et moi, nous sommes à notre place. Et je crois qu'elle a raison. En exerçant ce métier, je crois très humblement, j'ai été à ma place. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage et quelle est l'idée que vous vouliez qu'un lecteur retienne après l'avoir lu? Quand j'ai écrit, enfin quand il a été publié en mars 2025, donc il n'y a pas très longtemps, au début de l'année. Ça fait donc 12 ans que je suis à la retraite. Je ne vous cache pas que j'ai été très fréquemment sollicité pour écrire, entre guillemets, mes mémoires. Ce que j'ai toujours refusé. J'ai toujours évité de mettre noir sur blanc les affaires que j'ai eu à traiter, etc. Ça ne m'intéressait pas. J'ai fait quelques tentatives
vous prenez une feuille blanche, je m'appelle, je suis né à le... Et puis ça s'arrête là. Impossible d'aller plus loin. Donc, toutes les tentatives ont avorté, jusqu'au jour où je rencontre un journaliste, Ludovic Dain, qui est un fin connaisseur du système judiciaire et qui m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est, moi je t'interroge, je te pose des questions, je t'enregistre, je traduis nos entretiens noir sur blanc et tu les retravailles. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Et effectivement, on a eu 30, 40 entretiens ensemble et dans les semaines qui suivaient, il m'envoyait la traduction que je remaniais. Donc ça s'est élaboré petit à petit comme ça, parce qu'on n'écrit pas de la même manière que l'on parle, hein, et puis inversement. Donc il fallait revoir tout ça. J'ai également eu un autre ami qui est un fin connaisseur, comment dire, de la littérature. C'est quelqu'un qui a une très grande culture, qui lit beaucoup, qui sait très bien écrire, et qui m'a dit, écoute, envoie-moi ton texte, je te ferai mes observations. Et donc, il a relu le texte, et puis il m'a dit, bah, ça, il faut l'éliminer, ça, au contraire, il faut le développer, la tournure, elle est mauvaise, il faut la reprendre. Donc, c'est ce travail de maturation qui a eu lieu, ça m'a pris presque 2 ans. Hein. Donc, ça a mûri doucement. Si j'ai pris la décision de prendre ce livre, c'est parce que dans le monde judiciaire, je crois être le seul à avoir ce parcours. Hein, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. À savoir avoir un parcours de plus de 40 ans d'activité de magistrat, quasi exclusivement consacré à la matière pénale. Et donc, c'est un parcours un peu atypique et exceptionnel. Donc, en toute modestie, je crois avoir développé une pratique, d'avoir eu des affaires qui m'ont amené à réfléchir sur un certain nombre de points, de questions, et que ça me semblait intéressant de les rapporter dans ce livre. Et justement, dans ce livre, vous nous offrez une autre perspective et expliquez qu'en 2013, vous êtes passé de l'autre côté, où vous et votre femme avez été victimes d'une agression. Est-ce que cela a changé votre façon de voir la justice ? Non, ça l'a conforté. Effectivement, il s'est trouvé qu'on a été agressé le jour d'Halloween, hein, l'année de ma retraite, donc en 2013. 3h30 de l'après-midi, je rentre dans le sous-sol de mon parking en voiture, après avoir fait des courses, et là, 2 individus arrivent en scooter, casqués, tout en noir, et nous tabassent, mon épouse et moi, notamment pour prendre les bijoux de ma femme. Avec une pince coupante, ils l'ont maintenu à terre pour lui couper la bague, pour prendre le solitaire. Bon, je suis intervenu, bien sûr, pour la défendre. J'ai reçu une volée de coups et les gars en question ont réussi à prendre la bague et à prendre la fuite. Je vous passe sur les suites. Les 2 gars en question ont été arrêtés. Ils ont été jugés. Ils ont pris l'un 7 ans et l'autre 8 ans d'emprisonnement. Ils avaient des casiers judiciaires à rallonge. Il s'est produit un phénomène personnel très, très particulier. À savoir que tant que les individus n'étaient pas arrêtés, très fréquemment, notamment le soir, la nuit, je refaisais le film de l'agression. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas réagi ainsi, etc., etc. Enfin bref, ça revenait en permanence. C'était assez obsédant. Heureusement, ils ont été arrêtés assez rapidement, 2 mois après. Le jour où j'ai reçu le coup de téléphone de la commissaire de police m'annonçant que les individus étaient arrêtés, je n'ai plus jamais pensé à cette histoire. Et ça a été, psychologiquement, c'est étonnant d'ailleurs, hein, c'est le mécanisme qui a effacé cet événement qui était quand même un événement traumatisant, est quand même étonnant. Les gars en question ont donc été arrêtés. Une instruction a été ouverte. Parce que la question qui s'était posée, c'était de savoir si l'agression avait lieu
en raison de mes activités antérieures, puisque j'étais, à la retraite depuis quelques mois. Hein. J'étais à la retraite le 1er juillet et je me fais agresser le 31 octobre. Donc, est-ce que ce n'était pas un règlement de compte en raison d'affaires antérieures? Ça n'avait strictement rien à voir. C'est un concours de circonstances purement malheureux. Et donc, néanmoins, un juge d'instruction a été désigné. Et j'ai été auditionné par le juge d'instruction. Et je me suis retrouvé devant une jeune femme qui m'a interrogé, comme moi j'interrogeais. Et d'ailleurs, autre chose très amusante, elle était dans le bureau à côté de celui que j'ai occupé pendant 15 ans. Donc, j'ai été quasiment dans les lieux dans lesquels j'avais vécu à l'époque. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là qu'effectivement, le rôle du juge était quelque chose d'essentiel. Le rôle, c'est quelque chose d'essentiel, le rôle du juge d'instruction. Mais la manière dont le juge d'instruction intervient et traite une affaire, pour la victime, c'est quelque chose de très important. Si j'ai une leçon à retirer de tout ça, il faut véritablement considérer que pour une victime, l'affaire dont elle est victime, qui la concerne, c'est l'affaire de sa vie. Hein, et que même si pour le juge, il en a vu... je vais vous parler d'affaires de viol, j'en ai vu des centaines d'affaires de viol. Hein. On pourrait dire une de plus quand une victime m'est présentée, que j'entends. Non, c'est pas une de plus. Elle est unique, cette femme. Elle est unique. Et il faut la traiter comme étant une première affaire que je découvre et qu'elle a un rôle particulier et une importance particulière pour la personne concernée. Et donc, ça vous permet ainsi de pouvoir, je pense, avoir cette part d'humanité que j'évoque, qui ne concerne pas simplement l'accusé, mais qui doit aussi concerner la victime. Hein, parce qu'il faut être attentif précisément aux préjudices, aux séquelles qu'une victime peut ressentir, même des années après. Dans tout ce que vous avez évoqué, vous conciliez le droit, l'humain. C'est pour vous ce qui semble être le rôle du juge. Aujourd'hui, la justice entre dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Comment voyez-vous cette évolution? Est-ce pour vous une menace pour cette justice humaine? C'est drôle parce que j'ai reçu hier un message de l'École nationale de la magistrature pour m'inviter à un stage sur l'intelligence artificielle dans la justice. Bon, alors je ne sais pas si je vais y répondre, mais j'allais vous dire très simplement, je ne sais pas ce que c'est. Hein, moi, j'ai travaillé avec des dossiers tapés à la machine, avec du papier, et je m'en suis très bien porté. Alors maintenant, je ne veux pas jouer les rabat-joie, il faut évoluer avec son temps. Hein, et je pense que l'intelligence artificielle peut être, telle que je le comprends, une aide considérable dans le traitement de certaines affaires, mais il faut aussi s'en méfier. Il faut s'en méfier dans la mesure où, d'après ce que j'ai pu constater, on peut manipuler très facilement à la fois les voix, les textes, les faits, les personnes. Et que ça, c'est un vrai danger. Et je pense que c'est véritablement le principal risque que l'on encourt, c'est peut-on faire confiance à la preuve qu'on vous rapporte? Est-ce qu'elle n'est pas trafiquée? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que ce n'est pas un pur produit de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, je ne sais pas où l'intelligence artificielle va nous mener, mais je pense qu'en matière judiciaire, et notamment en matière pénale, il va falloir être particulièrement vigilant. Mais avec ce que vous évoquez donc sur cet aspect de l'intelligence artificielle et aussi la diminution des jurés dans les matières criminelles, est-ce que la justice de futur ne risque pas d'être déshumanisée? C'est tout le risque, effectivement. C'est tout le risque. Hein. Je ne le souhaite pas. Hein. Pourtant, il y a quand même un certain nombre de signaux qui sont inquiétants. Hein. La visioconférence, par exemple. Hein. Maintenant, on n'extrait plus les gens pour certains actes de procédure, hein. Alors que le contact direct, les yeux dans les yeux,
Vous savez, dans un bureau, il se passe beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec ma greffière, qui était une femme absolument remarquable et que je remercie encore pour toutes les tâches qu'elle a pu accomplir. Ça n'a pas toujours été facile, parce que je ne suis pas toujours quelqu'un de facile, mais néanmoins, on a fait une équipe qui a été de très grande qualité, enfin, à mes yeux en tout cas. Lorsque on est dans un cabinet d'instruction, c'est un lieu d'intimité. Vous avez le juge, le greffier ou la greffière, l'avocat, le prévenu, enfin, le mis en cause, la victime. C'est un petit monde restreint. Je vous parlais tout à l'heure du fameux proxénète qui chialait comme une madeleine. J'y pense encore, je le revois encore. Il m'a ému, ce type-là. Il m'a ému. Il m'a tellement ému que je suis passé de derrière mon bureau pour m'asseoir à côté de lui. Et en lui tapant amicalement sur le genou, je lui ai dit « Monsieur, je vais vous faire un beau dossier ». Ce n'est possible que dans la mesure où on est en contact direct avec l'individu. Hein. Il y a des moments où, que ça soit... d'une certaine manière, ça existe aussi au cours des procès. L'espace est plus volumineux. Hein. Il y a les jurés, il y a les témoins, il y a les gendarmes, il y a le public. Mais je me rappelle de certaines affaires de stupéfiants. Un rendez-vous est conclu entre un vendeur de drogue et son acheteur dans un parking souterrain à Paris, dans le 15e arrondissement. Tel jour à telle heure. Tel jour à telle heure, les deux individus se retrouvent au premier sous-sol du dit parking. Le gars qui avait la drogue remet le paquet à celui qui veut l'acheter, mais celui qui voulait l'acheter ne sort pas l'argent, il sort un pistolet et il abat le vendeur. Il prend la drogue, il ne donne pas l'argent bien entendu, et il prend la fuite. Enquête très difficile. Pour la police, ils ont mis du temps à remonter et toujours est-il qu'ils arrêtent un individu. Le gars en question est placé en garde à vue, il nie les faits. Présenté à un juge d'instruction, il est mis en examen et incarcéré. Il nie les faits. Il arrive à la cour d'assises, puisqu'il a été renvoyé devant la cour d'assises. Première question, monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits ou est-ce que vous les contestez? Je conteste les faits. Bon, eh ben, on va examiner tout ça en détail. Un dossier qui était difficile, parce que c'était une affaire qui tenait par un assemblage de petits éléments, mais qui tous réunis dans le bon sens, donnaient un tableau qui l'impliquait fortement. Encore fallait-il aborder le dossier dans le bon sens, pour que le tableau soit cohérent et soit bien complet. Je interroge le gars, il nie les faits. Quand vous avez un accusé qui nie les faits, le président ne peut que lui opposer les éléments à charge. Parce que sinon, de quoi on parle? Vous niez les faits? Ah bon, bah écoutez, très bien, si vous niez les faits, vous niez les faits. Bon. Si vous lui dites pas, mais monsieur, il y a ça, il y a ça, il y a le témoin, il y a la preuve, il y a l'expertise, etc., vos débats ne servent à rien. Je fais une suspension d'audience, parce que c'est nécessaire à certains moments, et une jurée, une femme, c'était à Paris, une Parisienne très chic, je m'en souviens encore, qui m'interpelle et qui me dit « Monsieur le Président, je ne comprends pas, vous n'avez fait qu'une instruction à charge. » Quelque part, c'était vrai. Mais que faire d'autre? Je lui explique, madame, écoutez, désolé, mais il fallait bien que je pose des questions qui incriminent l'intéressé, puisque lui-même nie les faits. Si je ne pose pas les questions qui peuvent l'impliquer, de quoi parle-t-on? Ah oui, mais quand même. Je suis quand même piqué au vif. Bon. On reprend l'audience, et là, je ne sais pas ce qui se passe. Le gars est dans le box, et je lui capte le regard, et les yeux dans les yeux. Et j'ai une inspiration. Je ne vous dirai plus laquelle, parce que je ne m'en souviens pas. Toujours est-il que je lui pose toute une série de questions. Monsieur, avez-vous tué monsieur Untel? Et il me répond, oui, c'est moi qui l'ai tué. Silence dans la salle. Monsieur, voulez-vous répéter? Est-ce que vous êtes l'auteur
du crime dans lequel M. Untel a été tué. Oui, c'est moi. Donc il réitère ses aveux. Madame la greffière, veuillez noter au procès-verbal que M. Untel reconnaît avoir tué M. Untel. À ce moment-là, toute la famille de la victime se lève dans la salle et va casser la figure à la famille de l'accusé. Ça se termine dans un pugilat total. Le gars dans le box veut sauter par-dessus le box et partir en courant. Les gendarmes le rattrapent, ça se termine en bagarre dans le box. Bref, c'était la pagaille totale. Tout ça pour dire que même à l'audience, il peut y avoir des moments où se crée une dynamique, au même titre que dans un cabinet de juge d'instruction, mais qui ne peut exister que dans la mesure où il y a un contact direct avec les intéressés. Si on supprime ce contact, on perd même la notion de justice. Justement, si des jeunes étudiants nous écoutent, qui vous rêvent du parcours que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Quelles qualités vous paraissent essentielles et surtout quels écueils doivent-ils éviter? Je ne peux qu'encourager à devenir magistrat. Bon, à titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir exercé différentes fonctions de magistrat dans d'excellentes conditions. J'ai vraiment eu un grand intérêt, pour ne pas dire un grand plaisir, à exercer ces fonctions. Donc je ne peux qu'encourager à devenir magistrat. Dans la magistrature, il y a un très grand mérite. C'est que dans le métier de juge, vous avez une série de métiers qui sont très différents les uns des autres. Vous êtes juge civil, vous avez des affaires de succession, vous avez des affaires de responsabilité civile, vous avez des affaires de construction. Vous êtes juge aux affaires familiales. Vous entrez dans les conflits familiaux, les séparations de couple, la garde des enfants dans le cadre de divorce, etc., etc. Vous êtes juge pour enfants, on en a parlé. Vous êtes procureur, vous êtes substitut. Là, vous êtes le représentant de la société qui organise les poursuites, qui défend les intérêts de la société. Vous avez donc toute une gamme de possibilités qui correspond à des goûts très différents. Donc, selon... moi, j'ai des collègues, par exemple, qui se délectent en rédigeant des jugements et des arrêts. Ils passent leur temps en bibliothèque et ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Pour moi, c'était impossible. Bon, moi, il fallait le contact, il fallait que ça bouge, il fallait que ça remue. J'aurais été incapable de rédiger les jugements ou les arrêts qu'ils ont pu rendre. Mais néanmoins, on peut y trouver de très grandes satisfactions. Donc, il y en a pour tous les goûts. Pour répondre à votre question, le seul conseil que je donnerai, c'est soyez vous-même. Ne forcez pas votre nature. C'est un métier très difficile, quelle que soit la fonction que vous exercez. Par conséquent, soyez en accord avec vous-même. Choisissez la fonction dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise, et ensuite, vogue la galère. Finalement, ne serait-ce pas juger à hauteur d'homme, juger comme nous sommes? Ça revient au même. Ah oui. Ça revient au même. On y revient. Eh bien, merci beaucoup. On a fait le tour des questions. Avec plaisir.